Bien. Alors, on accueille donc tour à tour Sophie Suel, des Promeneurs du Net, qui est coordinatrice des Promeneurs du Net à InfoJeune 38. On écoutera ensuite Laura Schlenker ainsi que Céline Laurent de la Ville d'Échirolles et Laura de la Fabrique Média. Je vous laisserai présenter par la suite. Également Nicolas Grèce, qui est enseignant dans une école élémentaire de Échirolles, voilà. Et puis Farid Boulassel, donc directeur de la radio News FM, voilà, radio associative, très bien. Donc cette table ronde va se dérouler de la façon suivante. On va d'abord entendre Sophie Suel pour avoir un regard complémentaire à celui de Jocelyn Lachance, en particulier sur la question donc des messages de prévention sur la question des outils numériques d'Internet et des réseaux sociaux. Puis les uns et les autres vont présenter leurs projets respectifs. Et ensuite, on vous laissera la parole, bien entendu, à vous, cher public. C'est important pour nous, ces échanges, et c'est aussi la force du présentiel aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sait à quel point c'est plus fluide et facilitant. Voilà, et bien écoute, Sophie, je te laisse la parole. T'as un micro. Est-ce qu'il est allumé ? Bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui. Alors, je lance mon chrono pour ne pas dépasser le temps. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je suis très contente que la Maison de l'Image ait choisi d'axer ces rendez-vous de l'image sur la thématique de la jeunesse et de la liberté d'expression et de création. Et donc, je ne sais pas si nous, intervenants de la table ronde, on fait la deuxième partie de Jocelyn Lachance ou si Jocelyn Lachance était notre première partie. En tout cas, c'est difficile de parler avec lui, donc je vais faire au mieux. J'anime le réseau des Promeneurs du Net. Les Promeneurs du Net, si jamais vous ne connaissez pas, allez voir sur Internet, soit sur le site de l'association dans laquelle je travaille, InfoJeune 38, ou bien sur le site promeneursdunet.fr, vous aurez différentes informations. Promeneurs du Net, c'est un dispositif national qui est impulsé par la Caisse des allocations familiales et qui existe en Isère depuis 2017, porté donc par la CAF avec d'autres partenaires que vous voyez à l'écran. J'accompagne ce réseau donc de professionnels dédiés aux pratiques numériques des jeunes. Je vais préciser ce que c'est les Promeneurs du Net, mais d'abord je vais les dénoncer s'ils peuvent lever la main. Dans la salle, il y a Kevin par là et Elena plus au centre. Merci d'être là. Les Promeneurs du Net, donc, c'est des professionnels de la jeunesse qui sont présents sur les réseaux sociaux pour accompagner les pratiques numériques des jeunes. On parle d'Instagram, Snapchat surtout. Si vous êtes sur Facebook, c'est déjà un peu dépassé. C'est pas mon chrono. Les Promeneurs du Net donc, sont mandatés par leur employeur pour passer un petit peu de temps de travail à animer des comptes professionnels sur les réseaux pour être en lien avec les adolescents de 13 à 25 ans, diffuser pour eux de l'information, faire connaître les projets jeunes du territoire, du département, et plus généralement bien comprendre les pratiques numériques des jeunes. En dehors de l'animation de ce réseau, parfois je fais aussi des interventions en direct auprès des publics, collèges, lycées ou volontaires en service civique sur la vie numérique en général et parfois sur la thématique de la vérification de l'information. Depuis 3 ans et demi dans ce réseau, on a fait un certain nombre de constats qui sont en lien avec le sujet d'aujourd'hui et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le premier constat, c'est celui qui a été très largement et très bien développé par Jocelyn Lachance. Les jeunes, si on peut passer, parfait. Les jeunes s'expriment largement sur Internet. Bien sûr, avec les photos, les vidéos, les images, ça a été largement expliqué par Jocelyn, avec beaucoup de sens derrière toutes ces pratiques. Certains parlent du peak speech, le fait qu'aujourd'hui, et ça ne concerne pas seulement les jeunes, on s'exprime beaucoup à travers des images. Si vous ne connaissez pas Bitmoji, par exemple, c'est une application qui permet de créer son petit bonhomme. Et c'est très lié au réseau Snapchat dans lequel on peut ensuite envoyer comme des smileys qui sont représentatifs de soi. On les met en scène, c'est assez amusant.
Les emojis, vous connaissez. Bien sûr, les adolescents s'expriment par des mots, ils conversent beaucoup dans les messageries. Si on prend les jeux vidéo pour tous les jeunes qui sont gamers, on s'exprime dans le chat, on discute. On s'exprime aussi avec les audios. Voilà, je ne sais pas si vous êtes familier de ces pratiques, si vous aimez ou pas en recevoir ou en faire sur WhatsApp. Pour une partie beaucoup plus restreinte, on s'exprime aussi en créant du contenu, là, cette fois-ci, qui a une vocation plus large. C'est vraiment une minorité de jeunes qui créent des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Twitch, sur des contenus de streaming de jeux vidéo ou plein d'autres choses. Alors, je vous propose de faire juste un petit focus sur une forme d'expression qu'on ne voit pas, c'est la diapo suivante. Sur Instagram, si vous êtes familier de ce réseau, vous savez qu'on a un petit espace bio qui permet de donner quelques informations sur soi. C'est un espace qui est ouvert et que le compte soit privé ou public, tout le monde va voir ce qui est marqué dans la biographie. Donc, mine de rien, cette illustration que je vais vous montrer après, elle est là pour vous dire qu'il y a vraiment des formes d'expression multiples. Alors, une bio, ça ressemble à ça sur le compte Instagram que j'anime pour le réseau. Et Instagram, en un mot, utilisé par 89% des jeunes de 15 à 18 ans actuellement. Donc, ça concerne vraiment une majorité. Si on passe à la diapo suivante, vous verrez, j'ai fait un certain nombre de copies d'écran de profils Instagram que j'ai essayé d'anonymiser. On retrouve quoi dans ces biographies des jeunes? Alors c'est au sens large, hein, j'ai pas toujours l'âge des personnes. On retrouve des choses très classiques, souvent l'origine géographique, la ville ou la mention même d'un pays d'origine avec des drapeaux qu'on peut voir sur les différentes captures d'écran. On retrouve souvent la mention de l'âge, on retrouve les passions, les activités, c'est classique, les citations qui nous inspirent, et on retrouve aussi des choses un peu plus intimes. Donc pour vous donner des exemples, là, en bas à droite, j'ai flouté, mais la mention des amis, arrobase, et on cite les copains. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on se définit aussi par ses amis, ça a été dit juste avant. On retrouve aussi des choses qui peuvent paraître très personnelles, l'orientation sexuelle. On retrouve des drapeaux LGBT ou même des mentions plus concrètes, un peu gays sur les bords. On va retrouver aussi parfois le pronom par lequel la personne voudrait être appelée. C'est des questions, si vous êtes avec les jeunes en ce moment, qui traversent énormément la jeunesse, qui questionnent. Donc on le retrouve dans un espace amusant que sont les biographies sur Insta. On trouve aussi parfois des événements de vie intime sur le screen en bas à droite. Une date, 5 décembre 2018, la mention DAD, une colombe. On peut imaginer un hommage à un parent décédé. Et on retrouve aussi, et c'est intéressant sur la thématique de la liberté d'expression, de la mention de choses plus politiques. 13h12, dans cette copie d'écran, si vous n'êtes pas familier, c'est un signe de ralliement contre les violences policières. Ce qui est intéressant dans ces captures d'écran, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'informations, alors même qu'on ne l'imagine pas, et aussi que parfois certains comptes n'ont pas de publication. On le voit, 0 publication. Donc les jeunes, quand on les interroge, ont l'impression de ne pas s'exprimer, alors qu'il y a quand même des espaces qui sont investis. Et ça nous amène au deuxième point sur les messages de prévention, juste après. Ça fait une quinzaine d'années que les professionnels jeunesse, éducatifs, sociaux se posent la question des dangers d'Internet et sont là pour accompagner les jeunes, c'est une bonne chose. Pour autant, on a été beaucoup dans des messages de prévention parfois un petit peu anxiogènes et le leitmotiv en tout cas, pendant longtemps, a été « ne t'expose pas, n'expose pas ta vie privée ». Alors, plusieurs illustrations de ça, la campagne de prévention suivante date un peu 2008. On avait ce message-là martelé, je l'ai mis en rouge. Ne partage pas ta vie privée. Bon, alors j'ai plusieurs difficultés avec ces messages de prévention. Si on passe à la diapo suivante, on terminait la conférence de Jocelyn Lachance là-dessus. Les réseaux sociaux eux-mêmes incitent très largement à partager sa vie privée. Alors du coup, c'est un message qui n'est pas très audible de dire comme ça sans nuance, ne partage pas ta vie privée. Ça, c'est les 2 guides à destination des parents qu'ont fait Snapchat et Instagram. Instagram nous dit « Les ados utilisent Instagram pour célébrer des événements marquants, partager des moments de leur quotidien, rester en contact avec leurs amis, leur famille, créer des communautés de soutien. » Bon, on voit bien que du coup, c'est difficile de passer ce message de prévention alors qu'on a une incitation forte de réseaux qui sont populaires. La deuxième difficulté, c'est que la vie privée, c'est très large. Si je partage une photo de mon chien ou de mon plat de nouilles avec vous, ça fait partie de ma vie privée. Est-ce que c'est problématique ? Je
vous laisse répondre vous-même à cette question. Autre exemple, parce qu'on ne pourra pas aller très loin, une campagne de prévention de 2007 de l'association e-Enfance, qui est une très bonne association de protection de l'enfance, une des premières. En 2007, il y avait un peu Facebook, mais pas Instagram, pas Snapchat, pas TikTok. Et ce qui était très populaire, c'était les skyblogs. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a des oui dans la salle, on exprimait beaucoup de choses, on mettait des photos. L'idée de ce message de prévention, c'était bien sûr de prévenir les parents. Attention, à travers Internet, vos enfants peuvent faire de mauvaises rencontres. C'est un très bon message de prévention. Malheureusement, quand on prend au pied de la lettre ce message, on en conclut Internet, danger, blog, s'exprimer, danger, annuler tout, on arrête. Donc clairement, on peut se poser la question du message. Est-ce qu'il incite d'une manière ou d'une autre à l'autocensure? Chacun se fera son idée de la question. Si on passe à la diapo suivante, une affiche que vous connaissez sans doute, j'imagine, qui à nouveau est très utilisée et plutôt chouette, de la CNIL, c'est une affiche de 2013. J'ai agrandi un des messages de prévention. Ne communique ni tes opinions politiques, ni ta religion. Alors bien sûr, si on parle à des jeunes de 13 ans, on imagine à nouveau que c'est pragmatique. On veut faire en sorte que les conséquences d'éventuels actes malveillants soient pas trop dramatiques. Pour autant, là, on est clairement sur un message qui invite à s'auto-censurer et qui plus est, quid de l'utopie du web, quand même, qui se voulait un espace décentralisé, d'échange libre, de critique, de partage d'opinion. C'est un petit peu compliqué, ce message-là, sans nuance, de l'afficher tel quel. Un dernier exemple avec la diapo suivante, une affiche de prévention réalisée par des jeunes du Conseil général des Alpes-Maritimes. Là, on a encore un exemple de message un petit peu diabolisant. Sur Internet, tu es aussi connecté au danger. Bon, je ne sais pas si ça vous fait peur, moi un petit peu. En tout cas, quand on voit le message publié, c'est s'exposer, impossible de supprimer. On comprend bien l'enjeu qui est de protéger les gens éventuellement d'insultes ou d'harcèlement. C'est une bonne idée. Pour autant, ce qu'on peut comprendre un petit peu en toile de fond, c'est si t'arrive quelque chose en ligne, ma foi, pas de peau, tu t'es exposé, voilà, paysan les conséquences. Donc finalement, on responsabilise beaucoup les gens et peut-être pas les auteurs de violences. La bonne nouvelle, c'est que les messages de prévention, ils évoluent. En tout cas, ça me semble aller dans le bon sens. Et on retrouve e-Enfance, l'association de tout à l'heure, avec le message sur le blog. Les messages, là, ont un peu évolué. On a toujours réfléchi avant de publier. C'est une bonne idée. Mais on a, en deuxième, souviens-toi que derrière un pseudo ou un compte, il y a toujours une personne humaine. Là, on arrive plutôt sur la dimension ne harcèle pas. Attention à tes commentaires, il faut faire ça de manière constructive et correcte. Tu pourrais blesser quelqu'un. Cette fois-ci, on responsabilise plutôt tous les utilisateurs. Et en troisième message, signal, blog, parlez-en à des adultes de confiance. On arrive aussi à l'idée que la loi est du côté des victimes de cyberviolence sur Internet et que les adultes sont là pour protéger les jeunes, ce qui est un très bon message de prévention. Encore deux illustrations de ce qui a évolué. On prend le conseil départemental du 06. Cette fois-ci, la campagne de prévention sur les cyberviolences, elle responsabilise toutes les personnes qui utilisent les réseaux sociaux et qui pourraient commettre des infractions, du harcèlement, des insultes, du sexisme, de l'homophobie, etc. Certains clics sont pires que des claques. Cette fois-ci, on ne met pas la responsabilité uniquement sur la victime, mais plutôt sur les gens qui commettent ou commettraient des infractions. Dernier exemple d'un visuel que j'aime bien, Noémie, je crois, l'a mis dans le dossier, une autrice et dessinatrice québécoise qui partage des questions à se poser avant de commenter sur les médias sociaux. Est-ce que je commente pour déverser ma colère? Est-ce que mon commentaire est utile et constructif? Est-ce que j'aimerais qu'on me parle de cette façon? Là, on arrive dans des messages qui sont très concrets de ce à quoi il faut réfléchir avant de publier. Et je pense que ça va dans un bon sens. Finalement, on est passé de messages de prévention qui étaient un peu du type « Ne vous exprimez pas, c'est dangereux, attention, il faudra en payer les conséquences », à un message qui est davantage « Attention quand vous commentez, la loi s'applique sur Internet. Si vous êtes victime de cyberviolence, vous avez la loi de votre côté ». Et puisqu'on est dans cette journée-là pour parler de liberté d'expression et de création, je vais finir très rapidement parce que je pense que je suis à peu près à un quart d'heure. Il reste 3 minutes. Parfait. La question qu'on se pose un peu quand on est très présent sur les réseaux ou sur les médias sociaux, YouTube, TikTok, si vous y allez, c'est de savoir à quel point les réseaux sociaux qui nous promettent un espace de liberté de création le sont, ou s'ils ne nous incitent pas plutôt à l'imitation
à la copie un petit peu sans fin. J'en prends pour exemple TikTok, donc ce réseau social chinois qui était très prisé des jeunes, mais aujourd'hui même un peu de tout le monde à la faveur des confinements. Si on passe à la diapo suivante, TikTok valorise beaucoup un format de challenge. Chaque semaine ou régulièrement, on nous propose de réaliser un challenge en le référençant avec le hashtag. C'est des challenges qui sont drôles, sportifs, peu importe. Là, le challenge de la planche, le gainage. Quand on fait ça, TikTok en fait incite les utilisateurs à reproduire le challenge, mais si vous suivez le hashtag dans lequel sont référencées toutes les vidéos, on peut avoir une impression de lassitude immense de voir ces vidéos qui s'enchaînent et qui se ressemblent, qui sont de la copie pure et dure. Donc la question qui se pose, c'est comment être créatif malgré le format aussi imposé qu'est un challenge. Autre exemple sur YouTube, si vous suivez des influenceurs ou que vos enfants ou des connaissances suivent des influenceurs, les formats qui marchent, qui sont mis en avant sur YouTube, sont un peu toujours les mêmes. Donc il y a cette chose incroyable, le je mange bleu pendant 24 heures. Si vous n'avez jamais vu, vous pouvez aller regarder. C'est juste pour rigoler un peu avec vous. C'est l'exemple des vidéos typiques qui marchent. Et donc du coup, même si on est invité à créer du contenu innovant, à la fin, est-ce que c'est aussi créatif que ça pourrait l'être ? Voilà, je vous pose la question, je vais pas y répondre. La dernière illustration, c'est le compte Instagram qui s'appelle InstaRepeat. Je ne sais pas si c'est un compte qui valorise ou qui critique le fait que sur Instagram, on retrouve un contenu de photos de tendance, un peu à l'identique, cette jeune femme magnifique de dos qui tient son chapeau devant un lac, mes pieds devant la scène de spectateurs de bonne humeur, etc. Je vais m'arrêter sur cette image et juste vous inciter, si vous n'êtes pas inscrit, à venir à l'atelier de cet après-midi consacré justement au message de prévention pour essayer de voir de quelle manière on peut nuancer les messages pour accompagner vraiment au plus proche les jeunes. Merci. Merci Sophie. Donc, premier regard effectivement entre les messages de prévention faits et ces pratiques effectivement par les jeunes. Sont-ils réellement libres de s'exprimer et de créer ? Et quand on duplique et qu'on répond à des challenges, est-ce que on répond pas à un besoin d'appartenance au groupe ? On y réfléchira tout à l'heure. Et la transition est faite avec donc Céline, Laurent, donc Ville des Chirolles. Je vais vous laisser vous présenter l'une puis l'autre, et Laura Schlenker, donc la Fabrique Média. Vous nous direz plus précisément à travers deux exemples, d'une part des projets d'échange, enfin des actions d'échange parents-enfants autour des réseaux sociaux, et je pense que ça répondra très bien à tout ce qui a pu être abordé d'une part par Jocelyn Lachance et puis ensuite par Sophie Suel, et vous nous direz un petit peu plus aussi parmi les différents projets qui sont portés, celui animé par Diane Ranville qui sera présente cet après-midi autour de la création de personnages médiatiques. Voilà. Donc, bonjour à tous, je suis Céline et je travaille pour le pôle de la lecture et de l'écrit de la ville des Chirolles, mais je vais me présenter le pôle plus en avant dans la présentation. Je tiens à remercier donc la Maison de l'Image de nous offrir cet espace de parole pour présenter un petit peu ce qu'on fait et aussi pour nous permettre d'échanger avec d'autres professionnels pour pouvoir prendre du recul aussi sur nos pratiques. Voilà. Donc du coup, première présentation, donc le pôle de la lecture et de l'écrit, qui est la structure qui porte donc cette résidence à l'éducation, aux médias et à l'information, donc sur le territoire de la Villeneuve. Donc il faut savoir donc très rapidement qu'il y a 23 agents, qui a en fait une petite particularité parce que nous avons une maison des écrits et 2 bibliothèques et un bouquin bus. Et voilà, c'est avec cette équipe et ces équipements qu'on travaille sur cette résidence. Et je vais laisser Laura présenter donc nos partenaires, la Fabrique Média. Merci. Et voilà, forcément, il y en a un qui ne marchait pas. Je mettrai plus tard. Merci. Donc la Fabrique Média, en fait, c'est un collectif de professionnels des médias qu'on a fondé en 2019. Et ce qu'on fait, en fait, on fabrique des médias avec nos publics. Nos publics, c'est les enfants, les adolescents et les adultes. On a été 8 à travailler sur cette résidence à la Villeneuve des Chirolles. Voilà, on fait court.
Donc du coup, moi, je vais commencer pour pouvoir vous situer un petit peu le contexte avant qu'on rentre directement dans les actions. Je trouvais important qu'on vous présente un petit peu les enjeux, qu'on contextualise un petit peu les choses. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire durant cette résidence? Donc, nous, on a voulu donner déjà les clés à tous, mais surtout aux jeunes de ce territoire, des clés en fait pour pouvoir mieux s'informer, pour comprendre l'impact des contenus présents sur le web sur leur quotidien. Voilà, par exemple, au travers, ça touche toutes les questions autour de la recommandation, les choses comme ça. Comment on est influencé en fait dans nos manières de consommer. Le but, c'est aussi, il y a un travail autour de la parentalité, de permettre aux parents de se repérer dans les pratiques médiatiques de leurs enfants. Parfois, on peut avoir un petit peu, voilà, des préconstruits, des préjugés en fait autour des pratiques médiatiques de nos enfants. Et donc voilà, l'idée c'est de les déconstruire et aussi permettre une utilisation des réseaux sociaux et d'Internet un petit peu plus respectueuse en fait de chacun. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant, que j'ai un petit peu contextualisé, le public touché. Donc en fait, nous, on a vraiment 3 types de publics sur lesquels on a travaillé. Donc, premièrement, des publics sur le temps scolaire. Donc, on a touché essentiellement des collèges et des lycées parce que les plus jeunes, donc les élémentaires, ça nous paraissait compliqué de travailler sur ces thématiques. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce niveau. Et on a fait différents ateliers aussi extrascolaires, donc à la bibliothèque, avec ce public scolaire et aussi avec les parents. Ensuite, on a proposé donc des parcours de formation professionnelle donc à l'ensemble des acteurs du territoire de la Villeneuve. Donc des professionnels bien sûr du pôle de la lecture et de l'écrit, mais aussi des associations donc, qui travaillent autour de la parentalité et les maisons des habitants, comme vous pouvez le voir. Et on a travaillé aussi sur certains événements en particulier, comme le 8 mars, donc le jour de l'égalité femmes-hommes, voilà, autour d'un atelier sur les stéréotypes dans la publicité. Voilà. Donc vous pouvez voir ici un petit peu la cartographie des projets, donc par public. Donc on a 2 parcours de création vidéo, donc un parcours sur le complotisme qui consistait à créer une fausse vidéo complotiste. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez vu la vidéo qui avait été créée dans un autre cadre autour des chats qui contrôlent le monde. Enfin, c'était la même idée, mais bon, peut-être que vous ne voyez pas à quoi je fais référence. Et aussi des créations donc, vidéo autour de TikTok, des créations de fiction, en fait, autour de la fuite, de la revente d'informations relatives aux élèves dans un lycée, donc au lycée Thomas Edison. On a également créé un journal, donc voilà, au collège Jean Villard, et créé une BD donc, sur le thème des médias, donc avec le collectif The Nep Studio. Donc voilà, les élèves ont fait la trame, décidé des personnages, et ensuite la mise en image a été faite par un collectif de BDistes professionnels. Voilà. Ensuite, pour le public familial, donc en lien avec les maisons des habitants, pour pouvoir travailler sur la parentalité. Donc, on a fait des ateliers donc parents, adolescents autour des réseaux sociaux, donc toujours dans l'idée de lutter contre les préjugés sur les pratiques des jeunes sur les réseaux sociaux. Enfin, à la bibliothèque, on a donc fait un atelier de création de spots publicitaires, un atelier de détournement d'archives historiques vidéo, et enfin, on va faire un atelier d'écriture boudoir digital autour des réseaux sociaux. Et pour les pros, voilà, quelques formations, pas forcément dans l'ordre. Donc pour commencer la résidence, une introduction à l'éducation aux médias et l'information. Et pour clore, une formation autour de la création sur YouTube, sur le montage de chaînes YouTube, création de vidéos YouTube, etc. Parfait. Laura, je te laisse la suite. Merci Céline. Je voulais juste préciser que cette résidence, elle est en cours. Donc, on va vous montrer certains projets qui ne sont pas forcément finalisés. Elle va se terminer et sera valorisée publiquement au mois de juin. Voilà. Je voulais dire aussi que pourquoi cette résidence nous a particulièrement parlé à la Fabrique Média. En fait, on l'a co-construite avec la ville d'Échirolles.
On avait vraiment envie de travailler avec ces publics-là. On avait vraiment envie de travailler avec tous les publics parce qu'il y a tout un volet formation pro, ce qui nous permet en fait d'essaimer nos pratiques, de former les encadrants des jeunes et donc de savoir qu'il y a une pérennité dans les différentes actions qu'on met en œuvre, qu'on déploie, éventuellement dans les médias qui ont été fabriqués pendant cette résidence-là. Mais on va parler des jeunes parce que c'est le thème quand même de cette table ronde. Et donc le premier projet que je voudrais vous présenter, c'est le rideau médiatique. Donc c'est un projet de BD numérique sur Instagram qui a été fait en fait au lycée Marie Curie dans une classe de 32 élèves et animé par Diane Ranville que vous aurez le plaisir de rencontrer cet après-midi parce qu'en fait elle vous propose un atelier de création de personnages qui découle en fait de ce projet. Donc l'idée, mais Céline l'a dit, c'est que toute la conception est faite par les élèves et ensuite la production technique de dessin, de BD est faite par le studio. Donc concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont travaillé sur 2 axes. Ils ont travaillé donc déjà sur le média comme thème de leur histoire et puis aussi sur la BD comme un mode d'expression. Donc, ils ont créé 6 personnages, mais peut-être que ce serait presque plus intéressant de le montrer sur Insta directement, si c'est possible, Marlène, d'aller. Il doit être cliquable en principe. Ok, ça marche. Donc, en fait, ils ont créé 6 personnages qui sont des professionnels des médias, qui ont été inventés donc par les élèves. Il y a aussi bien des journalistes d'investigation que des influenceurs. Et puis, il va y avoir 3 épisodes de BD qui vont paraître là au mois de mai. Donc, je vous invite à suivre le compte sur Insta. Comme ça, vous pourrez voir les histoires qu'ils ont créées. Ils ont fait des storyboards, ils ont fait des moodboards aussi. Donc, vraiment, ils sont allés jusqu'au bout de la conception. Mais on trouvait ça intéressant que ça soit valorisé vraiment par des BDistes parce qu'on a donc un résultat comme vous pouvez le voir, qui est très pro, et donc c'est très valorisant pour cette classe et pour leur famille, bien sûr, de participer à un tel projet. Voilà, donc là on voit des extraits de ce qui s'est passé vraiment pendant en classe. Donc à la fois les storyboards, parce qu'ils ont vraiment créé tout un univers en fait. Et puis les moodboards, les premiers croquis des personnages, etc. Donc l'enjeu, si j'ai bien compris, c'était effectivement de créer des personnages et de passer par la fiction avec des personnages qui ont des rapports aux médias et aux écrans toujours. Qui n'étaient pas forcément les mêmes. Oui, toujours. Nous, on aime bien, on en parlera peut-être dans la table ronde, mais on aime bien opérer ce décalage et passer par la fiction. On ne fait pas souvent de fiction en éducation aux médias et à l'information. Nous, on aime bien en faire. C'est très intéressant. Tout à l'heure, on parlait par exemple du projet sur TikTok où en fait on bosse sur le profilage et donc c'est une fiction dans laquelle les élèves du lycée professionnel de Thomas Edison, ils ont imaginé que l'ENT, donc Pronote dans l'histoire, voilà, désolé si vous avez des actions chez Pronote, vendait les données des élèves en fait aux géants du numérique et donc ils s'en servent sur leurs réseaux sociaux. Et donc ce projet-là, il serait pas possible je veux dire, ce serait terriblement anxiogène pour les jeunes. Si on l'avait traité de manière documentaire. Par contre, en passant par la fiction, en créant donc, des lycées fictifs, des personnages fictifs, et ben là, on peut se permettre de libérer la parole et de dire beaucoup de choses. Et là, c'est exactement la même chose sur cette BD Insta. En fait, il s'agit des jeunes et de leur relation aux médias et des dilemmes qui peuvent se poser entre la défiance que certains ont des médias pour plein de raisons et puis leur pratique en fait médiatique. Et ben en fait on parle de tout ça dans cette BD à travers la fiction, à travers des personnages, et ça a permis de dire vraiment beaucoup de choses. Donc les voilà, les 6 personnages qui ont été créés par nos jeunes et par les BDistes du NEP Studio. Il y a une tension qui est créée sur la question des médias en lien avec la question des quartiers, c'est ça ? Je me trompe ? En fait, ouais, il y a dans l'arène en fait chaque personnage il a un lien différent avec le média. Il répond à un débat moral en fait. Donc sur la suite, rien à voir. On a pris 2 projets qui avaient absolument rien à voir. Donc ça, c'est des ateliers qu'on fait, des ateliers parents-enfants, parents-ados. Et parce que pour nous, c'était super important et c'est super important de faire de l'éducation aux médias et à l'information en temps extrascolaire.
Voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à passer beaucoup de temps dans les classes, mais on pense aussi qu'il faut toucher les familles, parce qu'en effet, il y a des pratiques numériques dans les familles. Alors pour capter les familles, c'est pas évident, hein, je pense que Céline pourra le dire plus que moi. On passe par la maison des habitants, on passe par les bibliothèques, et l'idée c'est que nous, on a créé un atelier vraiment ludique, un temps d'échange sur la thématique des réseaux sociaux. Alors pourquoi ludique ? Parce que comme l'a dit Sophie, c'est très diabolisé. D'ailleurs, c'est rigolo, en début d'atelier, quand on demande aux jeunes s'ils sont sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Ils nous disent, ouais, on est sur Snap, on est sur Insta, on est sur TikTok, etc. Et les parents, en général, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils disent, ah bah non, surtout pas, on n'y est pas. Et puis après, quand on commence à parler avec eux, ah bah oui, ils sont sur WhatsApp, et puis finalement, ils sont aussi sur Insta, et puis bien sûr, ils utilisent tel et tel réseau, et en fait, ils ont honte d'être sur les réseaux, alors qu'en moyenne, en France, on est sur 8 plateformes, hein, si je ne me trompe pas. Donc, l'objet de ces ateliers, c'est de faire un temps d'échange et en fait de déconstruire les représentations qu'on a sur les usages de chacun. C'est-à-dire que les parents peuvent avoir des usages de leurs enfants, et inversement, que les ados peuvent avoir des parents. Donc en fait, pendant ces ateliers, il y a des temps communs et il y a des temps vraiment où on les sépare et où ils créent des affiches où ils disent sur quelle plateforme ils pensent que leurs ados ou leurs parents sont, et puis qu'est-ce qu'ils en font, parce que la vraie question, c'est les usages. C'est pas le temps qu'on y passe, mais qu'est-ce qu'on y fait véritablement. Et après, il y a un temps de conversation qu'on remet, donc on utilise aussi, j'ai vu que tu avais mis, Sophie, l'enquête de génération numérique, il y en a une qui vient de sortir là maintenant, donc voilà. Et puis les données médiamétrie pour voir aussi où est-ce qu'ils se situent par rapport aux pratiques en France actuelles. Et puis à la fin, on leur propose de créer en fait avec, donc c'est une création plastique, hein, tout simplement, où ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils pourraient faire ensemble sur les réseaux sociaux, parce que justement, on pense véritablement qu'il faut qu'il y ait un dialogue, et donc ils choisissent en fait des verbes d'action et ils font des propositions, et on en a eu plein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà, ça va d'aller de faire du sport ensemble, ou de regarder une chaîne YouTube ensemble en particulier, etc., etc. Enfin, comment en fait faire des choses peut-être créatives et positives plutôt que de rester chacun dans son coin avec ses peurs. Donc voilà, on trouve que c'est des ateliers qui sont hyper intéressants à mener. Très bien. Voilà, merci. En gros. Alors, et du coup, tu veux dire un mot sur la restitution ? Oui, donc cette résidence fera l'objet donc d'une restitution au mois de juin, je l'espère. Et on a commencé à réfléchir autour de quelques pistes, notamment peut-être une exposition tournante dans différents lieux lieux locaux de la ville. Voilà, pour pouvoir valoriser en fait ce travail des jeunes et pour pouvoir aussi permettre à leurs parents ou à toutes les autres personnes qui ont participé, de se rendre, pour voir ces productions sur des temps un petit peu festifs, mais ça reste à construire. Et je tiens aussi à préciser que même si on mène sur cette année une résidence journalistique, ce travail en fait va se poursuivre certainement sous la forme de parcours. Donc voilà, les années suivantes. Voilà. Donc le travail continue. Voilà, merci. très bien, merci. Alors, pour prolonger sur la présentation des projets, donc Nicolas, donc vous êtes enseignant, vous avez animé une web radio. La relation avec les familles, elle est intéressante autour de ce projet aussi, et ça peut aussi expliquer pourquoi vous êtes passé à un journal papier, mais ça fait partie des raisons. Ça nous intéresse de savoir un petit peu plus comment s'est déroulé ce projet, sur combien de périodes, etc. Oui, donc bonjour, Nicolas Grèce, je suis professeur des écoles. Donc là, c'est le public un petit peu plus jeune que celui dont on a parlé jusqu'à présent. J'ai une classe de CM1, CM2 et je suis à l'école Jean-Paul Marat en éducation prioritaire, REP+, sur Échirolles. Donc l'importance de travailler sur les médias à l'école est très jeune, c'est reconnu, il n'y a pas de souci. Donc pour un petit peu pimenter tout ça, puis que ça soit un projet fédérateur, pendant 3 années scolaires, j'ai monté une web radio avec les élèves de ma classe. La radio, c'est eux qui avaient choisi le nom, elle s'appelait Radio JPM, la radio qu'on aime. Et donc la première année, je l'ai fait seul avec les élèves de ma classe, puis ensuite on a pu travailler avec 2 autres classes de 2 autres écoles, ainsi qu'avec une classe du collège Jean Villard. Donc on était dans le même réseau, donc c'était intéressant. Donc on était 3 classes donc de CM et une classe de 6e.
Chaque année, on a eu la chance d'avoir pu rencontrer et travailler aussi avec des professionnels de radio. Donc, il y a eu Radio Kaléidoscope, une association qui s'appelait Radio Zinzin, et puis Radio News FM avec Farid qui est ici présent. Le problème de ces partenariats, c'est que nous, au niveau des écoles, il faut du financement. Et c'est plus compliqué en école élémentaire qu'au collège et au lycée d'avoir ces financements. Donc, les objectifs de ce projet sont nombreux. Au niveau du réseau, nous, l'objectif, c'était de créer du lien entre les établissements de ce secteur de la Villeneuve, entre les classes et les élèves, en alimentant une web radio qui est consultable par tous, élèves, familles, écoles et partenaires. Créer un outil médiateur et fédérateur en utilisant le site des écoles, puis celui du réseau Jean Vilar, permettant d'héberger les enregistrements. Précédemment, sur le réseau Jean Vilar, il y avait un journal pendant 4 ans. Donc, ça permettait de valoriser tout ce qui se faisait et mieux se connaître au sein de ce réseau. Au sein des établissements, c'est intéressant aussi de faire connaître son établissement et valoriser les actions qui s'y mènent, avec des enregistrements divers. Alors pour la classe, c'est très très intéressant parce que là, on vit collectivement un processus de création. On valorise tout ce qu'on fait en classe, les actions auprès des parents, en utilisant la radio. On alimente différentes chroniques qu'on inscrit dans une programmation de production écrite, donc on est en lien avec les programmes. Et puis, ça permet de travailler aussi entre enseignants, puisqu'on a pu établir des chroniques récurrentes. On a voulu faire des feuilletons d'une classe à l'autre. Voilà. Alors pour les élèves, c'est important parce que on va faire découvrir, là je parle de la radio, mais aussi du journal, ces 2 médias qui sont les moins connus, puisqu'on a vu l'importance du numérique. Et dès très jeunes, ils sont déjà sur le numérique, sur leur téléphone, sur leur tablette. Et donc revenir sur ces médias-là, plus anciens, plus traditionnels, c'est intéressant. Surtout le journal, je reviendrai dessus, parce qu'il est carrément oublié. Je fais des enquêtes chaque année dans ma classe, on voit que très peu d'élèves suivent l'information avec leurs parents sur le journal, il y en a très peu. Et la radio, ils connaissent beaucoup de radios musicales, mais très peu de radios d'information ou suivent les informations sur des radios plus généralistes. Donc avec les élèves, on développe l'acquisition de connaissances dans le cadre de l'éducation des médias à l'information. Donc comme ça, on découvre d'autres sources d'informations. On valorise la production écrite, puisque c'est important d'écrire avant de pouvoir publier. Donc il y a tout un travail d'écriture, de diction avant de pouvoir enregistrer. Et c'est vrai que c'est un vrai outil de valorisation dans les productions. Pour les enseignants, ça nécessite quand même 2 choses. De développer l'enseignement des pratiques de l'éducation aux médias à l'information dans les classes, ce qui se fait plus ou moins selon les classes. Je pense en élémentaire, ça se fait des fois peut-être un petit peu moins. Il n'y a pas la force, je pense, des documentalistes qui interviennent en collège et en lycée. Voilà. Donc ça se fait de plus en plus, mais je pense surtout au cycle 2, c'est plus compliqué. Aussi, pour les enseignants, il faut utiliser la web radio. Ça veut dire acquérir des compétences qu'on n'a pas forcément acquis dans notre cursus de formation. C'est-à-dire s'auto-former, c'est-à-dire aussi investissement en temps, puisque c'est difficile de faire des montages avec des élèves, donc ça va être l'enseignant qui va le faire. Et puis, il faut aussi matériellement s'organiser pour enregistrer, alors que la classe, on l'a tout le temps, quoi. Donc soit on prend du temps sur la récréation, soit on met les élèves en autonomie, mais ça veut dire qu'il faut vraiment qu'ils jouent le jeu. Alors ce qui est bien, c'est que quand c'est la radio, c'est sonore. En général, ils jouent le jeu. Je pense surtout quand ils récitent des poésies, il y a un aspect solennel. Ils sont enregistrés et les autres écoutent attentivement. Voilà. Donc, que ça soit de toute façon en amont de ces projets, création d'un journal, création d'une radio, c'est important de travailler sur les différents médias. Donc, en classe, on a l'habitude de voir quelles sont les différentes sources. Donc, de manière ritualisée, on regarde
pour connaître comment ça s'est fait déjà. Hein. On regarde des journaux à la télé, on écoute des émissions de radio, on lit des journaux. Alors beaucoup de journaux jeunesse, c'est bien. En plus, là maintenant, on a la chance d'avoir une radio pour les enfants, Salut l'info, qui est portée par Astrapi, puis France Info. Donc c'est intéressant. On regarde aussi comment sont réalisées ces différentes émissions radio, et au même titre qu'on regarde comment va être construit un journal, notamment les unes, on va décrypter un petit peu tout ça. Et puis, quand on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, moi je leur donne un petit fascicule sur lequel ils vont pouvoir noter toutes les informations qu'ils vont collecter durant le week-end. Donc, en disant où est-ce qu'ils ont pris la source, d'une part, et dans quel endroit ils le situent. Est-ce que c'est une information qui est internationale, qui est nationale ou qui est locale ? Parce qu'il y a des informations de quartier aussi qui sont intéressantes. C'est ce qui revient quand on parle de l'actualité. Dans le quartier, il s'est passé ça, ça, ça. Donc là, c'est du concret, c'est de la proximité. Et souvent le lundi, donc on prend un temps d'échange et puis on fait une petite trace écrite sur les différentes informations qui ont été présentées par certains élèves. Donc sur la radio, on va écouter, je crois que c'est la diapo suivante. Hein, voilà, c'est ça. Merci. Donc sur la radio, on va écouter, analyser différentes émissions, on va repérer comment elles sont construites, avec l'annonce du programme de l'émission qu'il va y avoir, les virgules sonores, les jingles. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rechercher le nom d'une radio. Donc là, on a tous les noms possibles, et puis un slogan qui puisse attirer. Donc nous, ça a été bien, c'était Radio JPM, la radio qu'on aime. Donc dans chaque émission, ils étaient contents de l'annoncer. Et puis, on recherche des thèmes d'émission qui pourraient être créés. Et ensuite, on se répartit qui veut faire quoi. Et puis, on va écrire. Donc là, c'est un vrai travail d'écriture. Et ils réfléchissent au son qu'ils voudraient mettre. Et puis, à la musique qui pourrait accompagner leur émission. Alors, c'est toujours problématique parce qu'ils vont sortir des musiques très connues qui ne sont pas forcément libres de droit. Donc, après, quand on trouve des musiques sur des sites où on a des musiques libres de droit, c'est pas exactement ce qu'ils voulaient, mais bon, ça donne une ambiance sonore qui peut être malgré tout intéressante. Ensuite, une fois qu'on s'est réparti le travail, donc il y a tout le travail d'écriture, de réécriture, de diction, et puis on va les enregistrer avec un Zoom. Donc là aussi, c'est un petit investissement. Et puis, une fois qu'on a cette matière, après, c'est à l'enseignant de faire le montage. Heureusement, il y a Audacity qui permet de faire des choses de qualité, moins que les professionnels, mais avec plusieurs pistes. Et voilà. Donc moi, je me suis un petit peu auto-formé, et puis j'ai formé, entre guillemets, j'ai un petit peu initié d'autres collègues à ces pratiques-là. Et alors, quel retour de la part des familles sur cette production et le passage au journal papier ? Oui, alors... Est-ce qu'on peut, si vous voulez, je vous peux écouter un petit extrait. Oui. Combien de temps l'extrait ? La cour de récréation de l'école Jean-Paul Marat est très grande. Dans la cour de cette école, il y a des murettes et des bancs en pierre tout autour. Il y a des élèves qui jouent, des élèves qui courent, des élèves qui discutent et des élèves qui jouent avec des ballons à mousse. Les élèves de CM1 et CM2 jouent au stade s'ils veulent. Les élèves plus jeunes que ceux de CM1 n'ont pas le droit d'y aller au stade. Il y a même un endroit pour les plantes, avec une table et des bancs en bois autour. Il y a aussi des toilettes de chaque côté de la cour. Et aussi, il y a des maîtresses qui surveillent la cour. À bientôt pour une prochaine émission. Merci. Donc, on a plusieurs émissions comme ça, de petites pastilles qui sont hébergées sur le site de notre école. Après, bon, c'est plus ou moins... les qualités sont variables. Hein. Et donc, pour les retours des familles, c'est vrai que ce qui était difficile, c'est qu'on a très peu de retours des familles.
pour plusieurs raisons. Certains ne sont pas, parce qu'on a un quartier aussi en difficulté, entre guillemets, et certains ne sont pas équipés numériquement. On a encore des familles qui ne sont pas équipées. C'est difficile après aux familles aussi d'aller vers le site de l'école, aller retrouver les émissions. C'est une démarche qui est des fois difficile. Alors c'est vrai qu'à l'école, en classe, nous, on a plaisir, une fois que les émissions sont finies, de les écouter, les pastilles sonores, de les écouter. J'ai souvenir aussi quand on avait travaillé avec Radio News FM, quand on avait eu l'émission Montée, qui était passée sur Radio News FM, il y avait très peu de familles, il y avait 3 familles sur 20 qui avaient écouté l'émission. Donc on a été un petit peu déçus de ce retour qu'on avait eu de ce côté-là. Voilà. Mais bon, c'est toujours intéressant de travailler sur ces médias, ça permet de leur faire découvrir des médias nouveaux, hein. Ça valorise bien leur production. Et puis, nous, ça nous a permis aussi de faire du lien entre établissements, ce qui est intéressant. Alors après, je suis passé au journal. Le journal, c'est plus facile, entre guillemets, parce que c'est plus libre. On peut avoir plus de matière, plus de texte, sachant on a utilisé la même démarche. On a créé un journal qui s'appelle La Classe, le journal qui a la classe. Donc, on a des chroniques récurrentes, on a des bandes dessinées, et pareil, on a des actualités. On parle de ce qui se passe dans la classe, de ce qui se passe hors de la classe, et ce qui se passe aussi dans le monde. Et c'est alimenté par le fait qu'on écoute de manière régulière ou qu'on lise de manière régulière les actualités. Très bien, merci. On va s'arrêter là. Il y a plus de retours sur juste cette information. Alors, ce qui est plus... de la part des familles Ce qu'il y a, c'est que c'est matériel. Donc, ils ont tous leur petit journal, donc ils sont contents, et ils peuvent le retrouver sur le site de l'école aussi. Donc, si vous l'allez voir, vous allez sur le site de l'école Jean-Paul Marat et Chirol. Hein. Voilà. Merci Nicolas, on va développer. Donc Farid. Bonjour à tous. Alors donc la radio News FM. Donc moi je suis donc directeur de la radio News FM qui est installée à Grenoble. Donc News FM, je fais quand même la genèse du projet. 1991, des jeunes d'un quartier populaire du village de Aïchirol travaillent sur un festival qui s'appelait Festirol à l'époque, et on fait un constat malheureux sur ce festival, c'est que c'est un festival qui dure 15 jours, qui prend des mois et des mois de préparation, et au démarrage de ce festival, les médias s'intéressent peu à ce travail fait par des jeunes des différents quartiers de la commune d'Aïchirol, et par contre, s'il y a une bagarre, effectivement, lors d'une soirée, là, on a le droit, en effet, à un petit encart dans le Dauphiné libéré, voire des fois plus. Avec les médias s'intéressent plus effectivement à la violence des jeunes, la minorité, plutôt qu'effectivement valoriser tout le travail qui est fait par des jeunes. Et du coup, c'est là où on se dit, mais en fait, voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on crée notre propre média pour valoriser la parole des jeunes et des quartiers populaires. Et donc là, en 91, on s'est donc lancé avec un groupe de jeunes pour, du coup, lancer News. News, en fait, c'est vrai que ce qu'on voulait, nous, c'était une nouvelle radio. Mais c'est vrai que c'est un peu comme tes élèves. Nous, déjà, à l'époque, on trouvait que c'était pas assez fun. Donc, on a donc décidé de l'appeler News FM. News FM, depuis, maintenant, c'est 6 salariés, 5 permanents. On intervient, bien évidemment, effectivement, sur l'éducation aux médias. C'est un de notre pilier. En même temps, ça suit aussi un peu ce que l'on est et là d'où l'on vient. On intervient en fait de la primaire. Du coup, on a eu un exemple effectivement du travail qu'on a fait pendant 1 an avec 3 classes. On intervient énormément effectivement sur des classes de collège aussi. On a des ateliers à Lucie-Aubrac, on a des ateliers dans des lycées. On travaille aussi sur la formation professionnelle, c'est-à-dire que là, par exemple, on vient de démarrer un cycle de formation sur l'éducation aux médias avec des personnes de radio. Et on a donc proposé justement à nos stagiaires d'aller faire un atelier, d'aller faire des ateliers en fait sur la cité éducative de la Villeneuve, donc au sein du collège Lucie-Aubrac, d'ailleurs dans lequel on fait nous-mêmes un atelier. Et pour faciliter la vie de nos stagiaires, en fait, on a fait le choix de prendre des classes Ulysse au sein du collège Lucie-Aubrac. Donc, je suis navré, en fait, j'avais envoyé un petit bout d'extrait sonore justement de cette introduction d'atelier avec les enfants, parce que c'est vrai que quand on démarre un atelier avec les enfants, on commence toujours par une visite à la radio. Il est important, en effet, pour qu'ils comprennent effectivement ce que c'est un média, qu'ils découvrent un média. Il y a toujours un petit temps en fait de découverte. Et lors de ce temps de découverte, on explique un peu comment sont nées les radios. On fait le tour un peu
de notre équipe, comme je dis, il y a donc 6 salariés au sein de la radio. Donc on a un programmateur, un journaliste, un animateur, un directeur, une personne qui est plutôt là sur la gestion sociale. Et donc ça permet effectivement de bien décrypter un peu le fonctionnement d'une radio, d'un média sur le premier temps. Et ensuite on va dans le studio direct pour faire pour voir un peu comment l'animateur effectivement ou le journaliste réalise son émission. Et donc ils assistent à un petit bout d'émission sur la fin. Et pour les plus courageux, on leur propose du coup de commenter un peu cette visite qu'ils ont fait. Et donc là, on avait du coup dommage parce qu'on avait la première, voilà, non pas sur le site, sur l'extrait sonore que du coup on s'est loupé. Voilà, du coup je vais vous faire le résumé un peu de cette introduction où on avait donc Anaïs qui est enseignante du coup avec ses élèves de classe Ulysse. Et du coup ces élèves qui viennent pour la première fois parler à la radio et qui du coup découvrent pour la première fois et n'ont pas peur, contrairement effectivement à des adultes. Très souvent, les enfants, en fait, ils osent prendre la parole, ils osent parler. Et c'est là où, en fait, l'enseignante, effectivement, parce que, comme je le disais, du coup, classe Ulysse, c'est des élèves, effectivement, avec des difficultés 10, entre autres. Et donc, elle était assez étonnée, effectivement, que déjà, dès la première visite, en effet, les enfants osent prendre la parole, s'expriment. Et puis certains, effectivement, l'enseignante qui fait une découverte, elle découvre effectivement que ces élèves en fait avaient certaines envies qu'ils n'avaient pas échangé là-dessus, où on va redécouvrir aussi des élèves qui étaient plutôt dans le mutisme, et puis là le micro va faire en sorte que du coup on va découvrir un élève qui va prendre beaucoup de place dans l'atelier radio et qui va oser s'exprimer, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Donc, du coup, cet atelier, du moins l'exemple que je donnais là avec les classes Ulysse, effectivement, donc ça a donné lieu. On a travaillé avec donc ces élèves sur une création sonore, découverte de leur établissement scolaire, donc Lucie Aubrac, à travers une carte postale sonore. Voilà. Donc après, on travaille aussi comme je disais, avec des lycées. Donc là, on a travaillé récemment sur une question de lutte contre les discriminations avec le lycée de Fontaine, dont j'ai égaré le nom. Pas Gérard Philippe, le lycée professionnel, pardon. Voilà, merci. Jacques Prévert. On a donc travaillé sur une émission autour du corps. Là aussi, c'était une émission très intéressante où les jeunes, en fait, on a travaillé avec eux sur la préparation. C'est-à-dire que quand on travaille sur une émission, en effet, un peu comme on l'a fait comme on le fait à chaque fois, hein, c'est un peu le parcours. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne dans l'équipe, ou en tout cas parce qu'on crée une équipe de rédaction, va travailler effectivement sur un support, soit sur la prise de son, soit sur une préparation d'interview, la musique, le montage. Et donc, en fait, on va élaborer comme ça une équipe de rédaction et on va donc ensuite créer cette émission. L'émission se travaille aussi, l'outil voix est important, donc en fait, on va travailler la voix avec chacun parce que généralement, l'ensemble en fait participe au contenu et du coup, à la présentation ou à l'animation ou à la présentation d'interviews ou prise de reportage. Et donc, on leur explique qu'effectivement, l'outil voix est un outil important. L'écriture, bien évidemment, est importante parce qu'on passe aussi par la rédaction. Mais en radio, la voix est quand même prédominante. Donc ensuite, du coup, ça donne toujours lieu, en fait, soit à une émission qui a lieu dans nos studios, dans les conditions directes ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est vraiment l'équipe pédagogique et les enfants qui décident s'ils veulent que l'émission ait lieu en direct ou si elle est enregistrée. Donc, elle peut se faire soit dans notre radio, soit au sein de l'établissement. Désolée pour le louper sur la capsule sonore. C'est pas grave. On pourra la mettre sur notre site. En fait, je vous propose. En fait, on mettra. Ce qui est plus intéressant, c'est de mettre justement la production des enfants, mais vous la retrouverez sur le site de News FM et puis je te l'enverrai effectivement pour la diffuser. Très bien. L'autre projet sur lequel on voulait faire un focus, c'était l'accompagnement d'étudiants boursiers. Tout à fait. Donc en fait, on travaille depuis de nombreuses années, du moins on travaillait depuis de nombreuses années à la valorisation, en fait, et on le fait quotidiennement, mais d'une structure nationale, la chance pour la diversité dans les médias. Donc c'est une association nationale qui a du coup des personnes qui interviennent au niveau local pour justement proposer à des étudiants boursiers de préparer leur entrée en école de journalisme. Donc c'est des journalistes freelance, indépendants ou à la retraite qui donc aident en fait des jeunes qui s'inscrivent dans le cadre de ce process. D'abord, il faut s'inscrire à la chance. C'est quand même sur concours. Il y a une petite lettre de rédaction à faire, un petit entretien, un petit article à rédiger. Mais ça, par contre, ça vise uniquement que des élèves boursiers. Donc l'idée effectivement de la chance pour la diversité dans les médias, l'objectif de cette association nationale, c'est d'accompagner effectivement des jeunes plutôt issus des quartiers populaires, justement pour les préparer à intégrer des écoles de journalisme.
Donc nous, ce projet-là, on le valorisait depuis des années en invitant en effet à la fois des personnes de la chance pour rappeler que le dispositif existe, comment effectivement des élèves peuvent s'inscrire dans ce dispositif. Et depuis 2 ans, là, on a voulu un peu faire quelque chose de plus. Et donc, on a donc proposé aux élèves de la chance de réaliser une émission à News FM régulièrement. Donc là, c'est la 2e session cette année. Et donc, les élèves, l'année dernière, ont fait une émission plutôt reportage, fake news. Et ils sont venus avec nous aussi sur des plateaux décentralisés, faire des interviews d'élus. Et là, la nouvelle promotion de cette année, en fait, travaille depuis décembre sur une émission autour des présidentielles. Donc, en fait, ils décortiquent le programme des des présidentiables candidats. Et donc, ça donne lieu à une émission hebdomadaire. Donc, nous, on les accompagne, en fait, sur la partie rédaction, là aussi, écriture, reportage, montage. Et là où on se dit qu'effectivement, c'était une bonne idée, c'est qu'en fait, la session l'année dernière où il y avait 9 personnes qui ont été inscrites, les 9 ont été reçues en école de journalisme. Donc d'après la chance, en effet, c'est vrai que la proposition qui leur est faite d'intégrer en tout cas ce projet radio leur permet effectivement d'avoir dans leur cursus des bagages en plus, et en effet c'est plus qu'efficace dans leur choix d'orientation pour la suite aussi. Donc on espère que ce dispositif continue. Ah oui, il continue. Il continuera longtemps, je pense. Très bien. Il y a un enjeu démocratique à ce qu'effectivement il y ait une diversification des profils parmi les professionnels des médias, qu'il y ait une diversité de points de vue fait au sein même de la production médiatique, même si effectivement, on l'a dit et on le redit, nous sommes tous aujourd'hui des médias, c'est-à-dire que nous avons tous les uns et les autres la possibilité d'émettre et de publier des contenus. Maintenant, être professionnel du journalisme, c'est encore autre chose. Voilà. Est-ce que c'est un temps maintenant qu'on va laisser à la salle pour des échanges? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un micro en moins, donc je vais... Ouais. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marianne Guépin et je dirige JDS Productions, Jeux de Société Production, qui est une compagnie de théâtre sur mesure pour les organisations. Et je voulais rebondir sur ce que Laura Schlenker a dit tout à l'heure, de l'utilité de passer par la fiction pour éduquer au numérique. On a créé récemment un spectacle jeune public sur les écrans qui s'appelle « Viens, on crève l'écran ». Et c'est en effet hyper intéressant de voir, à l'issue du spectacle, lorsqu'on fait un bord de plateau, avec les enfants et parfois avec les familles et puis aussi avec les éducateurs, les professeurs qui les accompagnent, la façon dont, parce que il y a une représentation, il s'identifie au personnage, d'une part, mais quand même il y a une distanciation qui permet d'en parler et qui permet donc d'aborder toutes les questions autour de l'usage du numérique. Et notamment, par exemple, cette question de la valorisation des compétences dont on parlait tout à l'heure. On parle de jeux vidéo dans ce spectacle et effectivement, les élèves, ça leur permet de dire à quel point ils ont cette besoin de valorisation des compétences. Là, elles sont valorisées, justement, dans l'espace jeux vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas au niveau scolaire. Voilà, donc en tout cas, je voulais dire que en passant par la fiction, on arrive à rentrer en communication avec les enfants et à aborder ces questions-là de façon très facilitée. Merci. Le nécessaire pas de côté pour aborder des sujets qui parfois nous touchent un peu trop ou qui nous touchent, qui peut permettre de créer des freins, enfin qui peut risquer de mettre des freins. Peut-être que pour prolonger ces échanges, ce qui nous intéressait aussi, nous, c'était de s'interroger donc sur
comment cet accompagnement des jeunes, mais aussi des professionnels, peut être possible, comment on peut favoriser cette liberté d'expression, mais également l'encadrer, puisque effectivement derrière il y a ces notions de respect, ces questions autour des limites. La liberté d'expression, elle est à accompagner et à encadrer. Alors effectivement, il y a des formations qui existent en direction des professionnels, avec une partie des membres de la Fabrique Média, par exemple. On a eu l'occasion de se rencontrer autour d'une formation au début du lancement de la résidence, par exemple, sur l'éducation aux médias d'information. On accompagne aussi des professionnels sur la question de l'accompagnement, de la parentalité sur les usages des écrans. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à cet accompagnement nécessaire et aux compétences nécessaires les uns les autres en tant que professionnels pour accompagner ces jeunes ? Pour moi, effectivement, on travaille avec, on l'a dit, avec des primaires jusqu'à en fait des salariés en fait de radio qu'on forme. Donc, en effet, on n'aura pas la même posture selon les personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour quelqu'un qui va postuler dans le métier de la radio, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait en effet qu'il ait certaines compétences. Mais sur le volet en fait qui nous intéresse, c'est plutôt la jeunesse. Là, à partir du moment où ils ont envie, à partir du moment où ils savent parler, ils savent s'exprimer, ils peuvent tout à fait. Et chacun trouve sa place en fait dans un projet autour de l'éducation aux médias. On a vu plein d'exemples aujourd'hui. Et puis en même temps, là où je trouve ça intéressant, c'est qu'en fait ça permet aussi, encore une fois, de découvrir des jeunes et des jeunes en fait de découvrir des métiers ou des choses qu'ils n'auraient pas pu faire en fait si dans les enseignants n'avaient pas proposé, ou en tout cas si nous on n'avait pas proposé en tout cas d'aller travailler avec eux avec ces outils-là. Pour moi, il n'y a pas de prérequis particulier, juste l'envie, le prérequis. Mais en tant que professionnel pour accompagner, du coup... on lui a voulu lui laisser sa chance. Donc, nous, on fait que des projets de création et en fait, notre posture, c'est une posture de facilitation, c'est-à-dire qu'on donne un cadre, on donne des contraintes pour la créativité et ensuite on s'efface. Et ça, c'est un vrai apprentissage. On peut se former quand même à la facilitation. Je crois que s'il y a une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est rester seul. Nous, c'est pour ça qu'on a fondé un collectif. On échange énormément avec d'autres professionnels. Donc, en effet, on a travaillé avec la Maison de l'Image, les promeneurs du net, je crois, très, très bientôt aussi. En fait, on est tout le temps en train de faire de la veille. Ça bouge très, très, très vite, le secteur des médias. Donc, on ne peut pas tout seul tout savoir. Et puis, comme on est dans de la création, des fois on se retrouve aussi avec des publics qui ont des problématiques qu'on ne peut pas gérer, qu'il ne faudrait pas qu'on gère en fait. Donc notre rôle, c'est d'orienter vers les bonnes personnes aussi. Donc voilà, je pense savoir s'effacer et faire confiance aux jeunes qui sont capables de créer, qui sont capables d'être chercheurs, d'être acteurs, d'être producteurs vraiment, sans aucun souci. Ne pas du tout être sur quelque chose de descendant, mais être sur des choses participatives, et puis savoir s'entourer, savoir demander de l'aide quand on ne sait pas, parce que voilà, on sait pas forcément tout, on n'a pas le temps seul d'être à la pointe de tout ce qui se passe au niveau média, ça serait un leurre de le croire. Il y a une question ici dans la salle. Merci. Je suis Sébastien Mejia, je suis réalisateur et auto-entrepreneur. Et en fait, je suis d'origine colombienne. On avait une boîte de production en Colombie depuis 10 ans déjà. Et ici, en arrivant en France, je commence mon auto-entreprise de vidéo et d'éducation populaire. C'est de faire des ateliers pour intervenir dans des groupes divers. Et là, ce que je vois, c'est que par rapport à ce qu'on faisait avant, et en Colombie, je veux dire, avec les ateliers et tout ce qu'on faisait, c'était quand on proposait quelque chose, il y avait toujours du public. Ici, je vous avoue que ce n'est pas évident, c'est très très difficile à mobiliser les jeunes. Donc c'est peut-être une question assez générale parce que même je connais, c'est pas que dans le média, c'est vraiment une problématique que je vois que c'est un peu partout. Je vois qu'il y a de ressources qui s'investissent dans des ateliers pour des efforts qui se font pour mettre des choses ensemble. Et après, il y a une personne qui se pointe. Donc c'est assez frustrant. Je ne sais pas comment vous vivez ça.
Alors, avant de te donner la parole, Sophie, je garde juste le micro pour préciser qu'effectivement, au niveau de la Maison de l'Image, on a aussi mis en place un Media Lab qui s'appelle le Studio 97, qui peut être un lieu où on accueille et on met en relation donc, des compétences amatrices ou professionnelles avec des outils de réalisation, des envies, des dynamiques, des projets. Voilà, donc ça peut être une partie de la réponse. Merci. C'est intéressant ce que vous amenez sur la difficulté de mobiliser les publics. Et justement, ça fait écho un peu avec le message que j'essayais de passer tout à l'heure. Ces messages de prévention qui manquent de nuances, ne t'expose pas, ne t'exprime pas. J'ai bien peur qu'ils aient amené cette situation dans laquelle aujourd'hui on a peur d'aller parler dans les médias ou même auprès d'un public plus restreint. Donc je dirais que ça se travaille en lien avec tout ce qu'on peut faire plus tôt. Et les projets qui sont présentés sont clairement très pertinent sur la production, le fait de rendre les jeunes acteurs de l'information, les jeunes et tous les habitants en général. Après, ce que j'aurais dit sur la question de la posture tout à l'heure, comment animer des projets de cette manière-là, faire, c'est très bien. On a eu beaucoup d'illustrations. Avant même de faire, moi je me situe un peu sur le point avant, c'est interroger les pratiques et mettre du sens, c'est un peu ce qui a été proposé par Jocelyn. C'est assez éloquent quand je demande à des jeunes, est-ce que vous publiez sur les réseaux sociaux? Ah non, 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 non. Ah, donc vous mettez rien, jamais un commentaire sur YouTube? Ah oui, si, on commente sur YouTube, oui, et puis TikTok de ma cousine aussi. Ah, donc vous vous exprimez, vous mettez des publications. Ah non, 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 pas de publication, ma mère, elle a dit non, j'ai pas le droit. Mais par contre, je fais des stories. Ah, donc en fait tu partages des photos et donc si déjà on aide à conscientiser que ça se fait et que la plupart du temps ça se fait parce qu'on en a envie, parce que c'est intéressant de partager, si on légitime et qu'on valorise déjà l'existant, ensuite on va engager sur les projets, des personnes sur des projets beaucoup plus ambitieux et très sympas. Les stories étant éphémères, on peut parfois être amené à oublier effectivement du fait qu'elles sont éphémères, que pourtant elles peuvent être d'une part captées, qu'il y ait des screens qui soient faites, des captures d'écran, et qu'elles puissent être aussi partagées. Voilà, donc la spécificité des stories. Il y a une question dans la salle également. Laetitia, oui. Derrière. Voilà. Je parlais du Media Lab de la Maison de l'Image, mais il y en a d'autres des Media Labs. Je ne voulais pas forcément focaliser sur notre action, mais il y a aussi différentes structures au sein de l'agglomération qui peuvent accompagner des projets. Vous êtes en lien notamment à News FM avec différentes de ces structures. Je vous écoute. Donc Kevin, animateur et accompagnateur de projets jeunesse sur la ville de Beaurepaire. Et voilà, moi je voulais partager une petite expérience. Et une question aussi par la même occasion. Vous parliez un petit peu sur le financement, comment arriver à se financer. Je crois que c'est monsieur qui en avait parlé, que c'était un peu complexe quand on est dans l'éducation nationale ou ailleurs. Nous, au centre social à Beaurepaire, alors oui, c'est associatif, donc un peu moins complexe que l'éducation nationale, effectivement, même beaucoup moins complexe. On a été sollicité par un réseau qui s'appelle le réseau ECUM et des médiathèques du territoire Hébert, entre Bièvre et Rhône, pour mettre en place justement avec les jeunes leur reportage vidéo, audio, voilà, et à présenter après justement, voilà, c'était leur thématique, c'est eux qui choisissaient leur thématique, qui choisissaient quelle prise de vue ils allaient mettre en place, où on allait, etc. Et là, ils étaient partis un petit peu sur le média donc vidéo et sur la thématique de la protection animale. Et on a tourné pendant une semaine donc dans différents endroits, donc en refuge, auprès de professionnels aussi du monde animalier, etc. Et on est passé par la plateforme WeDo. Donc WeDo, je ne sais pas si tout le monde connaît, je pense que oui. Ça, c'est de plus en plus... non, je ne suis pas sûr, je ne sais pas, on ne sait jamais. C'est un financement de la CAF. Donc c'est une plateforme où vous pouvez proposer avec vos jeunes vos projets. Voilà, c'est sur Internet. Donc WeDo, ça s'écrit donc 2W, 2E, 2D, 2O, tout doublé. Voilà, ils ne sont pas embêtés. Et vous proposez vos projets, vos publics, etc. Et vous avez droit à un financement, donc suivant votre projet. Donc nous, on a été financé grâce à ça, matériel audio et vidéo.
Donc tout le matériel qu'on a aujourd'hui, en tout cas au centre social, c'est financé par la plateforme WeDo. Donc c'est entre 3 000 et ça peut aller jusqu'à 5 000 € d'aide, qui est quand même non négligeable. Voilà, on partait un petit peu là-dessus sur ce genre de financement. Il y en a d'autres. Est-ce que, par exemple, vous, de votre côté, concernant vos podcasts, radio, pas radio, mais votre journal en tout cas, est-ce que vous êtes passé par quel genre de financement? Est-ce que la CAF est venue en aide? Est-ce qu'il y a d'autres types de financements qui peuvent aider en tout cas l'éducation nationale? Donc, au premier degré, c'est plus compliqué, hein. Je ne connaissais pas WeDo, donc merci pour l'information. Je ne sais pas si on pourrait rentrer dedans, mais pourquoi pas, je pourrais essayer. Pour le journal, il n'y a pas trop de dépenses finalement pour le journal, puisque on l'imprime avec la mairie qui nous finance, on va dire, l'impression du journal. Il est tiré à 25 exemplaires, donc ça va, on est modeste. Après, pour les intervenants, effectivement, là, c'est un réel problème, puisqu'il faut qu'on trouve des financements. Et de travailler avec le collège, c'est intéressant, puisqu'ils ont droit au PIC et au financement du conseil départemental, conseil général. Et en plus, nous, on est en cité éducative également, donc on a des fonds supplémentaires. Mais je pense à toutes les écoles qui n'ont pas de fonds et qui sont tributaires en fait de la mairie, puisque le financeur, ça va être la mairie. Et là, effectivement, c'est compliqué. Ça va être au bon vouloir de la municipalité. Et les petites communes n'ont pas forcément les moyens de financer, de porter de tels projets. C'est un petit peu regrettable, c'est un choix après, hein. Le nerf de la guerre sur les projets, tu veux rajouter quelque chose? Peut-être qu'il y a des enseignants de collège qui sont là. Depuis cette année, en fait, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale ont mis en place un appel à projet pour financer du matériel pour la création de web radio dans les collèges. Donc cet appel à projet est encore valable. Donc voilà. Là, ça permet en tout cas d'avoir, même si on n'a pas les compétences, on peut monter en compétences, mais avoir du matériel, c'est bien aussi pour faire de la web, pour faire de la radio. La question économique, elle est toujours importante par rapport à la question de la liberté, puisqu'on parle de liberté d'expression et de création. Quand on est sur une radio associative, ça reste important. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour. Moi, je m'appelle Simon, je suis chargé de mission politique de la ville à la métropole ici. J'ai une question un peu conjoncturelle, enfin, en tout cas j'espère qu'elle l'est, conjoncturelle. C'est lié quand même à l'impact de la crise sanitaire sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et la manière dont un certain nombre de jeunes les ont utilisés, investis. Alors souvent, c'est venu cristalliser des choses qui étaient déjà en place avant, mais par rapport à ce que disait Jocelyn Lachance tout à l'heure, on a eu quand même des périodes très particulières où les espaces physiques de mise en relation des individus et des jeunes, ils ont été supprimés ou très fortement comprimés. Il y a eu certainement des choses assez ambivalentes qui sont passées en lien avec les réseaux sociaux, un bruit de fond, beaucoup de commentaires. Il y a eu aussi parfois, il me semble-t-il, une production de contenu de gens qui ont eu besoin de créer, de mettre en commun à distance sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi certainement le renforcement de situations d'isolement. Il y a des retours qu'on a par certaines équipes de prévention spécialisées qui accompagnent des jeunes dans un cadre de prévention, qui ont maintenu le lien avec un certain nombre de jeunes via les outils numériques. Donc ma question, c'était juste à partir des positions que vous occupez les uns, les unes, les autres, est-ce que vous avez noté des évolutions, des cristallisations de problématiques plus fortes autour de la place des outils numériques et des usages qu'en font les jeunes? Voilà. On pourrait élargir au-delà de la question de la jeunesse, hein, parce que c'était vraiment un besoin d'être en lien. On parlait du besoin d'appartenance tout à l'heure. Je me permets de répondre là-dessus, justement. Donc, pendant les confinements, j'accompagnais encore le réseau des promeneurs du net. Donc, les structures jeunesse ont fermé et une partie des professionnels jeunesse coupés de leur public se sont retrouvés en télétravail. Ça a mis en lumière la plus-value et l'importance du dispositif promeneur du net. Donc, ça, on était contents. Les professionnels jeunesse se sont démenés pour créer du contenu, prendre des nouvelles des jeunes, etc.
Sauf que le confinement, c'était long. Et donc, ce qu'on a observé, et c'est vraiment un retour important à faire, c'est que autant il y a eu une grande émulation, on en avait discuté avec Noémie, par exemple. Au début, beaucoup de créations, il y a eu des choses amusantes, les familles qui reproduisaient des tableaux d'art, je ne sais pas si vous avez vu ça, voilà, on se met à 4 en famille et on reproduit un célèbre tableau du Louvre ou autre. Bon, au début, c'était foisonnant, c'était sympa, sauf qu'au bout d'un moment, les promeneurs du net l'ont dit eux-mêmes, ils étaient fatigués de ça, et les jeunes aussi, et donc ils avaient beau lancer des défis, ça marchait pas toujours aussi bien. Donc ça rappelle ce qui a été dit dans la conférence, on a quand même tous, la majeure partie d'entre nous, besoin, envie de déconnexion, et je trouve que ça l'a vraiment montré. Mine de rien, certains disent dans les recherches, on est plus accro aux autres qu'aux médias numériques, en fait. Ce dont on a besoin, c'est nos amis, nos contacts sociaux ou dans un cercle plus large. Donc moi, je ne tire pas de conséquences encore de cette période, si ce n'est que ça a mis en lumière les aspects positifs qui n'étaient peut-être pas assez valorisés, et ça a quand même questionné effectivement sur les modèles économiques, sur la rétention de l'attention. Voilà. Ça a amené beaucoup de sujets. Moi, je vois tout ça de manière plutôt positive, à vrai dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière qui puisse clôturer ces échanges. Est-ce que vous voulez conclure sinon sur cette table ronde, un petit mot de la fin, les uns les autres, les unes les autres? Moi, j'aurais peut-être une question qui irait peut-être aussi dans l'accompagnement de la conclusion, c'est sur le suivi, justement, parce qu'on parlait des jeunes qui, justement, avaient réussi leur entrée dans l'école de journalisme. Est-ce qu'il y a un suivi finalement? Quelle lecture on a, quel recul on a sur cette découverte de toutes ces expérimentations qui sont menées? On sent qu'ils ils découvrent beaucoup de choses, comment ils sont nourris, comment cette expression, cette créativité, ça crée une émulation. Est-ce que vous avez un regard, un recul déjà sur toutes ces expérimentations? C'est vrai que moi je suis vieux du coup, c'est 30 ans d'expérience, donc en effet... J'ai plein d'exemples de personnes, en tout cas, qui sont passées par la radio, qui ensuite sont allées travailler, ont fait le choix. Mais parce qu'en fait, ils aimaient aussi ce travail-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils sont venus et qu'ils ont découvert la radio, ils sont tombés amoureux de la radio. Et ça fait 300% du job, en fait. C'est-à-dire que quand on aime, effectivement, et c'est ce que moi je dis à beaucoup de jeunes, c'est que ça peut être votre passion. Et votre passion, ça peut être votre métier. Et si votre passion, c'est votre métier, c'est encore mieux, quoi. Et je sais que pour certains, ou encore tout dernier, c'est un service civique, justement que j'ai insisté à s'inscrire au programme de la chance. Il s'est inscrit au programme de la chance, voilà. Et puis donc il va passer ses concours d'entrée. Puis je lui souhaite effectivement l'année prochaine d'aller intégrer une école de journalisme. Mais il y en aurait beaucoup d'autres. Mais il y en aura peut-être d'autres de l'autre côté. On a peu de retours. On sème des graines, on a peu de retours de nos publics, c'est ça la vérité. Mais quand on en a, ça donne encore plus de sens à nos actions. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des jeunes en atelier d'écriture qui sont devenus auteurs et qui ont publié leur premier roman. J'ai eu la chance de faire découvrir la création sur YouTube à des youtubeurs qui ont tellement plus d'abonnés que moi. C'est ça aussi. C'est ça aussi, c'est quand on a des retours, on se dit que ce qu'on fait, ça a du sens et qu'il faut poursuivre les actions, tout simplement. Par rapport à votre question aussi, c'était intéressant. Moi, je pense à toutes ces familles qu'on a eues, qui ont été mises en lumière et qui n'avaient pas le matériel quand il y a eu le confinement. Et on l'a senti au niveau de l'école. Et ça rappelle aussi un autre problème, c'est tous ces enfants qui sont en décalage parce qu'ils n'ont pas les outils numériques que les autres ont et l'exclusion qu'ils ont et qui se sentent un peu en dehors, à côté. Et cette course, dès qu'on est petit, de plus en plus jeune, on veut être équipé, on veut avoir le téléphone, être sur telle et telle application. Et je trouve ça un petit peu dommage que dès le CE2, les enfants de 7-8 ans veulent avoir leur téléphone déjà. Alors le collège est une barrière parce que beaucoup de parents disent on verra au collège. Mais après, au collège, c'est presque dans la logique des choses. Tout le monde doit avoir son téléphone, alors que les collèges sont interdits au téléphone. Hein.
Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Mais je pense à tous ces enfants qui n'ont pas accès ou qui ont des téléphones de base. Et on l'a bien senti au niveau de, quand il y a eu le confinement, ce décalage qui existait. Donc la prise en compte de cette fracture numérique dans l'accompagnement qui est indispensable à avoir en tête de toute façon de la réalité des publics qu'on accompagne. Voilà, très bien. Écoutez, merci à tous et à toutes pour ces échanges riches. On pourrait continuer encore, j'en suis certaine, un certain temps. On continuera cet après-midi. Cet après-midi, donc, il y a 5 ateliers qui vont être proposés. Il reste des places sur certains d'entre eux. Ils vont se dérouler donc au sein de l'atelier Canopée. Vous pouvez déjeuner à proximité. Avant de vous laisser partir. Surtout, ce qui est important, c'est qu'on va avoir un temps de restitution partagé et participatif de ces ateliers de 16h à 17h. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes participant de ces ateliers de 14h à 16h et au sein de ces ateliers, on va vous demander de produire une petite synthèse à nous présenter entre 16h et 17h, parce qu'on sait qu'il va se dérouler plein de choses dans les autres ateliers auxquels nous ne serons pas. Comme nous n'avons pas le don d'ubiquité, cette année en tout cas, l'année dernière on l'avait fait, on vous propose donc de nous présenter ce que vous aurez appris, ce que vous aurez compris, ce qui vous a traversé par rapport à ces questions de liberté d'expression, de création et d'accompagnement. Voilà. Je vous remercie de ces échanges. Je vous souhaite un bon appétit. On vous retrouve ici, s'il vous plaît, à 13h45 pour ceux qui sont sur les ateliers, de façon à ce que ça démarre à 14h. Et surtout, effectivement, à nouveau ici à 16h pour la restitution. Merci.